Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau en 2025 et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie d'avenir Nadvise. Mon rôle, aider les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à renforcer durablement leur leadership grâce à l'innovation en modèle d'affaires. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Si je vous dis e-commerce durable, ça vous parle ? Est-ce possible de faire rimer consommation et durabilité ou s'agit-il d'un oxymore en soi ? Et en termes de business model, ça implique quoi ? Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir François Duranton, cofondateur et CEO de Zitras, expert du commerce en ligne performant et durable. Auteur de Pro en e-commerce, 55 outils et 11 plans d'action, paru pour la 2e fois en 2025 aux éditions Vuibert. François accompagne de grands groupes tels que Decathlon, Accor, La Poste, Leroy Merlin ou encore le groupe Rocher. Et s'est donné comme mission pour Zitras de, rien que ça, transformer le commerce pour le rendre durable. François, bienvenue au micro de Capital Social. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, première question, tu le sais, chez Capital Social, on s'intéresse évidemment au business model et on va en parler du futur, mais on s'intéresse aussi et surtout à celles et ceux qui les inventent, ces business models du futur, ou contribuent du moins à les inventer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter à nos auditeurs et auditrices, nous parler de ton parcours et surtout nous raconter comment tu es tombé en fait dans cette marmite du e-commerce et plus précisément du e-commerce durable ? Alors, moi, je suis au départ quelqu'un d'un peu geek, qui a fait des études de commerce, mais peut-être parce que j'avais pas le courage de faire un truc d'ingénieur. Et donc, j'ai démarré, après des études de commerce, dans la tech en start-up, où j'avais un rôle plus ou moins commercial et où assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était de faire le lien entre des cultures différentes. Des gens qui avaient une vision business et puis des gens qui étaient plutôt sur faire de la techno, etc. Donc, cette aventure m'a sensibilisé à ça. Après, j'ai fait de la gestion de projet et c'est là que je suis rentré dans le e-commerce parce que j'ai travaillé pendant 6 ans pour le groupe de la Redoute qui s'appelait Red Cats et je pilotais les projets digitaux pour des marques de mode spécialisées qui étaient dans ce groupe-là à l'époque, qui sont aujourd'hui indépendantes comme Verbaudet, Cyrillus, il y avait Somewhere, Daxon, etc. Et ces marques-là avaient une IT commune et des directions générales séparées et moi je faisais le lien entre tout ça. C'était un peu du conseil interne. Voilà. Et comme j'ai pris goût à ce moment-là à la transformation technologique du commerce dans les entreprises, j'en ai fait un métier de conseil par la suite. Et au départ, c'était pas du tout RSE. C'était juste aider des boîtes à fournir une expérience client et collaborateur qui soit beaucoup plus fluide, plus naturelle. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans dans une ESN qui s'appelle Expertime. Et puis et j'en suis parti pour cofonder The Trace avec Maxime Leroux il y a 8 ans et on s'en reparlera après. Voilà. Et au départ, c'était pas du soutenable ou du durable. On y est venu sur le chemin. D'accord. Justement, bonne transition. E-commerce durable. Alors, certains diront que c'est un oxymore. Qu'est-ce qu'on entend par du e-commerce durable ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Alors, je voudrais préciser que si je viens du e-commerce, ce qu'on fait aujourd'hui avec The Trace, c'est de moins en moins du e-commerce et de plus en plus du commerce
dont le digital est un élément ambiant. Ok, ça c'est important, on va y revenir dessus, effectivement. Voilà, parce que c'est vrai que quand on pense e-commerce, on pourrait ne penser qu'à Amazon, ou qu'à une interface web ou mobile. Et en fait, non, on s'intéresse maintenant vraiment à l'ensemble du commerce. Et alors, de ce fait, un e-commerce durable, je sais pas forcément bien te dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un business durable, c'est-à-dire que ce qui va être imaginé comme produit, comme modèle d'affaires et donc manière de générer du revenu, du service, etc., est pensé de façon holistique, de façon systémique. Et en gros, l'entreprise, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle arrive à ne pas avoir besoin de vendre trop de produits. Elle se fixe des limites, en fait. Elle n'est pas dans une folie de croissance dans tous les sens, mais elle a de la rentabilité qui est générée alors qu'elle n'est pas nécessairement dans une expansion très forte. Et donc, je connais pas aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se sont mis dans ce modèle-là d'entreprise. Alors, on parle parfois d'entreprises régénératrices, etc., d'économie régénérative, mais j'en connais pas des masses. Et donc, le e-commerce ne se met qu'au service de cette stratégie d'entreprise, où il y a une stratégie vraiment sur la conception, les boucles de circularité, etc. Et donc, le digital, il vient aider à faire ça à chaque étape, en fait, de l'amont à l'aval, à la vente, puis ensuite, éventuellement, aux boucles de circularité, de revente, de réemploi, de recyclage, de réparation, etc. Et donc, moi, c'est ça qui m'anime, c'est que d'aller marier une vision business, une vision processus avec des capacités du digital, mais la partie vente en ligne, c'est un morceau de l'histoire, et si on s'intéresse qu'à ça, c'est jamais extrêmement durable, sauf à ne vendre que du service, voilà, et rien de linéaire et extractif. Et concrètement, si on rentre dans un cas, tu travailles pour des grands groupes, en fait, ce serait qui les champions, justement, pour toi, de ce que tu vois, pour qui tu travailles ou pour d'autres, mais c'est qui les champions de ce commerce repensé de façon durable, en fait Alors, un certain nombre d'entreprises font des efforts significatifs pour dépolluer leur modèle de vieux réflexes bien linéaires. Et donc, on a parlé par le passé d'entreprises comme Decathlon, qui a fait un certain nombre d'initiatives assez avancées. D'autres sont plus discrètes, mais font beaucoup de choses. Par exemple, Carter Cash, qui est une filiale de Norauto, fait énormément d'efforts pour tester des choses qui sont soutenables d'un point de vue du modèle économique. Et finalement, des acteurs qui seraient full soutenable, j'en connais pas tant que ça. Il y a une boîte qui a fait la première CEC et qui vient souvent la Convention des entreprises pour le climat. Et qui vient souvent témoigner, que tu connais probablement, qui s'appelle Tikamoon. Oui. Voilà, que je trouve assez inspirante, parce que pour le coup, ils se disent, moi je fabrique des meubles, donc, si je veux que... je vais très mal résumer ce qu'ils font, mais si je veux que mon business soit soutenable, il faut que mon meuble ait une durée de vie à peu près aussi longue que le temps qu'il faut à un arbre pour pousser, pour fabriquer des meubles même durables. Et donc, il faut que mon modèle de revenu, il soit en grande partie lié à la prolongation de la durée de vie du meuble. Et donc, que finalement, je vais gagner un peu moins d'argent avec la vente de meubles, je vais les vendre un peu plus cher, mais ils vont durer très longtemps, et je vais gagner de l'argent sur le cycle de vie. Et là, je me dis, bon, ok, là, il y a une vision qui est soutenable, qui est durable. Et tu vois... le digital, il est vachement présent chez eux, mais c'est secondaire, finalement. Ça va venir aider à tracer, à améliorer l'expérience, etc. Mais c'est le concept de départ qui est fort. Ouais, d'où je rebondis. Ztrace, c'était pour tracer justement l'ensemble de la chaîne de valeur ou du business model ou Alors, nous on dit The Trace, mais c'est comme tu veux. The Trace, pardon. Trace au départ, c'était pour dire, c'est la singularité de chacun de nos clients a sa propre empreinte, sa propre trace à suivre. Et on trouvait détestable d'imaginer appliquer les mêmes recettes d'un client à un autre. On dirait non, chaque client a sa propre trace. Et donc voilà. Et puis c'était aussi un petit jeu de mots, parce que tra, c'est pour transformation, c'est pour commerce, et E pour experience. C'est se dire, on est là pour aider à transformer l'expérience de commerce. D'accord. Et au départ, c'était avec une vocation plutôt dire pour vendre plus. Ouais. Et maintenant, c'est pour gagner sa vie mieux, de façon soutenable, avec un modèle robuste. D'accord. Mais c'est toujours une transformation d'expérience.
Alors, 2 questions me viennent à l'esprit quand je t'entends. La première, c'est, tu l'as très bien dit, comment du coup le digital se met au service de ces nouveaux modèles? Et la deuxième, c'est que quand on t'entend, il y a forcément une logique de consommer moins, en tout cas d'avoir des modèles d'affaires qui poussent à une consommation un peu moins effrénée. Et est-ce que ça, c'est compatible, en fait, avec de ce que tu vois, sur les cas que tu vois? Est-ce que ça, c'est compatible, justement, avec les clients que tu peux accompagner ou les logiques de business où on est quand même encore sur une école de la croissance? Alors, il y a 2 réponses très différentes selon l'horizon dans lequel on se place. Si on regarde à 10-15 ans, la plupart des dirigeants avec qui je discute sont tous alignés sur le fait que on va consommer de façon plus modérée des biens plus soutenables, qui seront probablement plus chers, mais réparables, etc. Et donc, il y aura des boucles de circularité qui trouvent un modèle économique. À court terme, c'est absolument l'inverse. La plupart des entreprises dans le retail, alors nous on travaille aussi beaucoup en B2B, donc retail B2C et distribution professionnelle, la plupart sont quand même en vraie galère depuis 2-3 ans, depuis les problématiques qu'on connaît, et commencent à s'habituer à la permacrise. Et malheureusement, ça ne les pousse pas aujourd'hui à inventer des nouveaux modèles économiques. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt dans des problématiques de cash, et donc de préservation à tout prix de ce qui génère le cash du mois d'après. Et donc, derrière les discours souvent sincères des dirigeants, on a des leaders RSE un peu déprimés, dont les moyens se réduisent d'année en année, et en attendant que malheureusement peut-être un grand choc fiscal, douanier, militaire, sanitaire arrive et fasse qu'on soit obligé de rebouger et de réinvestir sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, ils sont plutôt au second plan parce que faut préserver des emplois, faut préserver voilà, et c'est tout à fait entendable. Quand on regarde le long terme, on se dit on n'est pas dans la bonne direction, mais personne n'a envie de foutre tout le monde au chômage, etc. Mais là, tu touches au nerf de la guerre. En fait, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que durabilité égale rentabilité? Parce que quand on t'entend, c'est vrai, tu as raison, c'est de se dire, si je fais du commerce durable, ça demande une vraie transformation en fait de ton business model, de telle sorte qu'on réduit ses impacts environnementaux à chaque étape, production, stockage, transport, emballage, livraison. On fournit une information transparente, on gère les emballages, on réduit le suremballage, on assure de la bonne logistique, qu'elle soit responsable, etc., etc. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est sur 2 temporalités. Il y a le temps long qui vient s'entrechoquer avec le temps court. Et la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'une entreprise gagne, si je suis très terre à terre, à rendre durable en fait son commerce et donc son e-commerce aussi? Alors, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai pas de conviction complètement établie. Ce que je pourrais dire en faisant un raccourci, c'est que je connais quelques entreprises qui sont soutenables by design. Et elles gagnent leur vie. Ouais. Des cas, donne-nous des cas. Par exemple, Home Exchange, c'est un concept de tourisme, de voyage, où on échange des maisons. Il n'y a pas de transaction entre les propriétaires. Il y a un système de points et on paye un abonnement, alors je ne sais plus combien, 175 € par an. Home Exchange a atteint la rentabilité il y a quelques années et a un modèle qui est tout à fait soutenable aujourd'hui. Petit Bambou, l'application de méditation, est très largement rentable, même si elle ne pousse absolument pas à souscrire à l'abonnement payant pour la méditation. Et comment ils se rémunèrent, en fait? C'est quoi le business model, justement? De Petit Bambou? Par exemple, Petit Bambou, ils font payer... Il y a une version payante de l'application, mais il y a déjà énormément de contenu dans la version gratuite, et ce qui fait qu'ils servent leur mission d'améliorer la santé mentale, et en même temps, pour ceux qui sont vraiment des énervés, qui veulent tout savoir, ils peuvent payer pour avoir accédé à des trucs exclusifs. Mais ils le font d'une façon qui est très, très soft. Et quand je parle d'Home Exchange, c'est plusieurs... Alors, je sais plus, je crois que c'est 200 000 utilisateurs au niveau mondial. S'ils payent tous 175 € par an, du coup, ça fait quand même un chiffre d'affaires qui peut payer quelques centaines de personnes. Et ils sont rentables avec ça. Donc ça, c'est... je veux dire, c'est... les modèles soutenables que je vois aujourd'hui. Et après, ceux qui sont issus, par exemple, du retail, d'une économie extractive, linéaire, souvent liée au grand import, etc., eux, je vois rien de convaincant. Et pourtant, j'ai vu plein de trucs
Donc, je vois plein de choses qui sont très intéressantes pour limiter l'impact, donc réduire les externalités négatives, et éviter de la perte, du gâchis, trouver des débouchés pour les presque parfaits, les retours, les invendus. Donc, il y a plein de choses qui sont très utiles, mais tout ça, c'est de l'atténuation d'impact. C'est contributif quand c'est des produits qui sont, par exemple, les presque parfaits. Ça, c'est un exemple très contributif dans le PNL des boîtes, parce qu'en général, c'est des produits qu'on a du mal à écouler, et plutôt qu'aller les filer à des soldeurs, en les bradant, voire les mettre au pilon, comme c'est le cas dans un certain nombre d'industries, avoir des canaux où on sait les mettre en valeur et leur trouver un prix de vente qui est décent, et en même temps, on vient traiter une problématique de bas de compte, de provision pour perte sur des stocks dévalorisés. Là, c'est contributif, mais le cœur du réacteur reste... ça reste de la rustine, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ça reste marginal. Ouais. Et donc... la théorie du Y qui dit il faudrait avoir une petite branche qui pousse d'un nouveau modèle soutenable pendant qu'en même temps on essaye quand même de financer ça avec l'ancien modèle, mais c'est long, c'est difficile, c'est pas et je ne vois pas encore moi d'exemple tout à fait concluant. On parle souvent de Mustela, par exemple. On le rappelle, pour l'arrêt des lingettes, notamment. Voilà, donc des vrais partis pris. On se parlera lors d'une prochaine conférence de EasyCash aussi, qui a arrêté la vente de produits neufs qui ne prolongent pas la durée de vie d'un article. Donc, par exemple, ils vendent encore des coques de smartphone, mais plus des produits qui ne prolongent pas la durée de vie d'articles de seconde vie. Et donc ça reste un énorme challenge. Et pour tout te dire, ta démarche de podcast, je la trouve très inspirante. Et j'ai envie de faire un petit tour de France d'entrepreneurs qui ont trouvé des recettes. Tu vois, moi, j'ai surtout des questions aujourd'hui, et j'ai envie de trouver des gens qui ont craqué des choses et d'en rendre compte, en fait, de le partager. Mais quand je t'entends, en fait, ça me génère deux réflexions. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. C'est que il y a deux mots qui me viennent en tête. Le premier, c'est diversification, c'est-à-dire que quelque part, pour pouvoir financer des choses d'impact, il faut que tu génères du cash, et que tu puisses financer ça. Donc, il faut garder une partie de ton industrie, de ton business model dit classique, qui va pouvoir financer les fameuses rustines ou autre chose. Et le deuxième point, on l'a dit dans le premier, c'est comment on finance tout ça. Et en fait... plus je discute avec des entrepreneurs, plus je discute avec des experts comme toi, et plus j'ai la sensation qu'en fait, pour changer de business model, il y a un vrai sujet de 1, il faut nécessairement te diversifier, mais pour te diversifier, il faut déjà être gros, et 2, il faut avoir soit les capitaux propres, soit le financement qui est capable de financer cette diversification. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire, et notamment dans une échelle courte, de temps court, telle que tu le précisais précédemment. Comment tu vois, toi, les choses? Est-ce que tu partages ce constat, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois avec tes clients Exactement. Il y a pas mal de dirigeants qui disent « Écoute, François, moi, j'ai pas les moyens d'être durable. » Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ce matin, j'étais chez un grand retailer international, leader dans son domaine, qui me disait qu'il assumait parfaitement l'idée de faire de l'argent maintenant et de le mettre de côté pour financer plus tard des choses qu'il n'arrive pas à faire tout de suite, là, parce qu'il y a une espèce d'urgence. Mais en tout cas, il y a cette idée de mettre de côté en attendant que. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend au juste? Et c'est là que je reviens à ce côté qui est un petit peu catastrophiste, de peut-être on attend une forme de pivot, de bascule, de moment où certaines règles du jeu vont changer. Ça pourrait être par le réglementaire, évidemment. Ouais. Et en attendant, je partage totalement cet avis que tu peux pas te transformer sans y mettre des ronds. Et tant qu'on ne compte qu'en euros, en fait, tant qu'il n'y a pas de triple compta et que les actionnaires ils sont pas valorisés sur tout ce qu'ils font de bien par ailleurs, ce sera compliqué. En tout cas. Ok. Donc finalement, c'est peut-être la finance qui va nous sauver, en fait. C'est-à-dire de réinventer les modèles financiers pour financer les choses différemment et mettre du sens dans... Ouais, j'y crois beaucoup. Alors, la finance, la fiscalité aussi, puisque finalement, un achat responsable, est-ce qu'il doit me coûter aussi cher qu'un achat non responsable? Et à l'inverse, est-ce qu'un achat non responsable ne devrait pas me coûter beaucoup plus cher? On parle de l'aviation, etc. Donc, c'est sûr que
l'alignement des pouvoirs publics, des consommateurs et des entreprises doit se faire petit à petit. Et une des actions que chaque personne éco-concernée peut faire, c'est de prendre la parole, de mettre sur la table auprès de sa famille, de ses proches, de ses collègues, etc. Parce que plus on est nombreux à avoir cette sensation que certaines règles du jeu doivent changer et que les planètes doivent s'aligner, plus on est nombreux, plus on peut faire cette bascule. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai une question pour toi, c'est de te dire, est-ce que... comment tu vois l'avenir ? Est-ce que nécessairement le commerce, et donc e-commerce, mais le commerce durable, a vocation, en fait, à suivre un modèle, on va dire, circulaire ? Est-ce que la circularité est le seul modèle, en fait, pour rendre les choses durables ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il y a des cas qui te viennent en tête de ce que tu vois, toi, avec tes clients ? En gros, ma question, c'est quoi les business, puisqu'on s'intéresse au secret des business models du futur, c'est quoi le modèle du commerce du futur, en fait, de se dire, est-ce que c'est forcément un modèle circulaire ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il y a d'autres modèles intéressants ? Tu vois quoi au quotidien, toi ? Alors, je ne vais pas te répondre ultra directement, mais moi, il y a une question sur laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. C'est la circularité entendue dans le sens de la seconde main, par exemple, dans la mode. Certains, alors je ne sais plus d'où j'ai sorti ça, donc il faudra peut-être le fact-checker, mais je crois que c'est Faume qui avait fait une étude sur ses clients, donc solution de circularité pour les marques, et qui disait, je crois qu'à peu près 75% des acheteurs et des vendeurs étaient différents. C'est-à-dire qu'en gros, et Vinted avait sorti des chiffres un peu similaires, où en fait, il y a une population de gens plutôt aisés qui vend des fringues qui étaient de première main, qui étaient les leurs, pour se racheter de la première main. En fait, voilà. C'est le fameux effet rebond, c'est-à-dire que du coup, on consomme encore plus. Donc finalement, la seconde main, ça devient un moyen de paiement pour riches, et pour les personnes un petit peu moins aisées ou éco-conscientes, mais qui sont, je pense, très minoritaires, ça devient un moyen d'accéder à des choses, mais qui n'est qu'une alternative à un Shein ou un Temu, qui sont d'ailleurs souvent moins chers. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout miser sur... dire durablement, c'est la seconde main, par exemple, qu'on doit développer, ça, j'y crois quand même assez peu. Je crois beaucoup à la vertu de conserver des choses plus longtemps. Ouais. Donc, d'acheter moins souvent des choses de meilleure qualité. Et donc là, on est dans des choses très hypothétiques, puisque tu dis ça à un patron de boîte, il va flipper. Mais en tout cas, moi, j'appelle de mes voeux un monde dans lequel un certain nombre de métiers sont revenus, donc des réparateurs, que ce soit dans le sport, dans l'électronique, j'en sais rien, la motoculture, les jeux, etc. Évidemment, couturiers, couturières, cordonniers, etc. Que ces métiers-là puissent revenir avec des expériences qui seront super, où tu peux booker en ligne, tu sais ton prix à l'avance, tu machin, etc. Mais que cet écosystème soit là et permette d'acheter en confiance des produits qui coûtent cher, mais qu'on va pouvoir aussi financer avec une finance soutenable, qu'on va pouvoir, sur lesquels on saura donc avoir une garantie, par exemple, d'Artimax, par exemple. Est-ce que tu sais combien il y a d'abonnés à d'Artimax ? Pas du tout. L'abonnement réparation, hein, donc à partir de, je crois, 11,90 par mois. Pas du tout. Je sais pas. 2 millions. 2 millions 2 millions de Français se sont abonnés à Dartimax. C'est vrai ? Ouais, c'est un truc fou. Mais si tu le rapportes à leur niveau de vente, en fait, est-ce que ce 2 millions est élevé ou est-ce que... Enfin, tu vois, si tu arrives à... Alors, je sais pas. Je sais que pour eux, c'est un succès extrêmement satisfaisant. Ouais. Et ils ont inscrit, du coup, vraiment la plateforme de services. Et l'ensemble de ces services, c'est un de leurs 4 piliers stratégiques pour Fnac Darty. Et donc, ça, c'est un élément, je trouve, qui est vraiment... qui fait envie de se dire, si on a un écosystème qui se développe autant dans la réparation, la pièce détachée, et puis demain, le textile, etc., ben, probablement, on aura plus confiance aussi dans le fait d'acheter des choses plus durables. Ouais. Et faut juste se méfier un petit peu de notre cerveau. Je ne sais pas si tu as lu Le Bug Humain, le Boller, voilà, notre striatum qui nous chatouille et nous donne envie en permanence de nouveautés, de changements. Et ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est que comme ton cerveau, il te trigger le plus en anticipant ton acte,
il est encore temps d'agir. C'est-à-dire que ce qui va te satisfaire, c'est de te dire, je vais bientôt avoir cette nouvelle chemise. C'est pas temps de l'avoir dans les mains. Et donc, dans cet intervalle-là, il est encore temps de respirer un coup et de se dire, voilà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est pas tout à fait la circularité, finalement. C'est plus... C'est ce que les philosophes appelaient le désir du désir. Tu vois, c'est comme dans le désir du désir de l'autre ou le désir du désir de la chose. Mais on digresse un petit peu. Mais ok, donc ouais, c'est plus, quand je t'entends, c'est l'économie de l'usage plus que la circularité. C'est-à-dire, tu vends plus un objet et donc la surconsommation, mais tu vends... du temps d'usage, du service associé, etc. C'est ça, en fait, tu as une économie de la fonctionnalité et de la coopération qui doit se développer fortement autour d'une économie de produits qui, elle, va peut-être consommer presque autant de matière, mais sur beaucoup moins de produits, finalement. Ouais. Tu auras plus de grammage dans le tissu, plus de métal dans le vélo, etc. Ouais. Donc, ça va durer plus, ce sera mieux conçu et ça pourra soutenir plus facilement plusieurs cycles de vie, que ce soit des locations, que ce soit de la revente ou simplement des transitions de génération en génération. Une petite question sur l'air du temps. Comment auprès de tes clients, toi, tu sens le moment en ce moment? Est-ce que, justement, tu le disais un petit peu dans une question précédente, dans une de tes réponses, est-ce qu'il y a un peu un fatalisme de certains directeurs RSE qui se disent là, ce qui est important dans le contexte dans lequel on vit, de crise, de permacrise, géopolitique, politique, économique, etc., de finalement être sur du cash et de la rentabilité économique, ce qu'on comprend. Et du coup, ces sujets-là sont plus trop à la page, ou alors les grosses boîtes pour lesquelles tu travailles sont de toute façon engagées dans des programmes de circularité ou autres, ou des programmes de changement de business model, et finalement on continue, mais comment tu sens l'air du temps, en fait? On en est où, quoi, en fait, sur ces réflexions? Écoute, je pense que le moral est pas très haut chez la plupart des leaders RSE que je vois. Alors d'abord, ils ont une place qui est très compliquée parce que, en général, ils ont peu ou pas d'équipe. Et ils doivent porter une espèce de bâton d'évangile auprès de tous les autres services, alors que c'est pas eux qui portent le business. Donc c'est un job où je pense c'est une vraie profession de foi. Et voilà. Donc j'en connais plusieurs qui perdent pas la foi, mais qui sont un peu dans le mal. Et puis d'autres, assez nombreux, qui ont tout plaqué pour aller ouvrir un écolieu à la campagne et passer la moitié du temps à cultiver, l'autre moitié à recevoir des séminaires autour de la RSE, quoi. D'accord, on ira enregistrer le prochain podcast dans un de ces lieux, alors. D'accord, ok. Intéressant, ok, super. Alors, désormais, je vais m'intéresser à ton business model à toi, excuse-moi si je le prononce mal, du coup, chez The Trace. The Trace, ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes labellisé B Corp, si je ne me trompe pas. Vous venez de participer à la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat des Hauts-de-France, puisque vous êtes basé à Lille. Vous êtes hyper engagé, et pourtant, ce que vous-même vous appelez votre si je ne me trompe pas, votre part de CA à impact, si je ne me trompe pas non plus, ne représente que 7% de votre CA total. Comment toi t'expliques ça? Est-ce que c'est lié aux freins que tu expliquais précédemment? Qu'est-ce qui fait, en fait, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, hein, tu y as en partie répondu, mais je voudrais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de faire pivoter les entreprises vers un commerce durable? Alors d'abord, je constate avec lucidité, en tant que dirigeant d'entreprise, que ce que je reproche à demi-mot à mes clients retailers, en fait, je le subis aussi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des collaborateurs et s'ils ne sont pas occupés, la boîte, elle va couler. Bien sûr. Donc, si on me sollicite pour des choses qui ne sont pas, selon moi, ce que je devrais faire majoritairement dans 10 ans, mais qui aujourd'hui sont demandés par mes clients, je dis OK, allons-y. Et donc nous aussi chez The Trace, notamment avec Maxime, mon cofondateur, on s'est dit on va être patient, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut faire à notre mesure, c'est-à-dire se former, communiquer, organiser des événements, mettre le sujet sur la table autant qu'on peut, s'outiller. Mais on ne peut pas forcer les planètes à s'aligner. Ouais. Et si on cherche à sauver le monde, on va crever en premier. Donc, voilà. Donc, pour le coup, ce n'est pas du fatalisme, mais je pense que c'est une forme de lucidité qui est partagée avec pas mal de dirigeants et où mon envie, c'est qu'on fasse notre part pour contribuer qu'à un moment, je parlais tout à l'heure de pivot de société, de retournement, de changement de règles,
je ne sais plus qui avait dit ne doutez jamais que les grands changements de qu'une poignée d'individus très motivés puissent changer la société. C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est fait. Et il y a des théories comme ça qui indiquent que s'il y a 10 à 15% d'une population qui a une motivation forte à ce que les règles changent, ça suffit pour que ça change, comme une nuée des tourneaux, où c'est les oiseaux qui sont sur les franges qui font changer le nuage d'oiseaux de forme. Et donc, ça, j'y crois pas mal. Et donc, je pense que ton podcast, voilà, nous, ce qu'on fait comme communication, tout ça contribue à faire un petit peu bouger les règles. Et en attendant, malheureusement, on ne peut pas dépenser énormément. Et donc, on met encore de l'énergie et de la passion aussi à servir nos clients sur des missions plus classiques qui les aident à faire du commerce électronique très efficace, mais voilà, pas forcément durable. Ouais, c'est intéressant parce que quand je t'entends, je trouve qu'il y a presque une logique un peu de faire savoir, d'évangéliser, de faire connaître. Tu disais précédemment d'aller faire un peu un tour de France des entrepreneurs qui ont pivoté ou qui sont nés, on va dire, durables, de voir un peu comment ils font. Et ça, je trouve ça intéressant dans la logique de divulguer un peu les cas et les gens qui se confrontent à la réalité. J'entends aussi un mot que tu as dit que j'aime bien, qui est la patience. Et je crois que ce sera le mot de la fin, en fait, la patience, puisqu'il faut parfois être patient pour faire concilier le temps long et le temps court. Merci François, j'ai passé un très très bon moment avec toi. Merci d'être venu au micro de Capital Social. Merci Nathalie. Merci d'avoir été avec nous. Et puis vous qui nous écoutez de l'autre côté du casque, n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme préférée et à le partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, vos pairs, d'autres entrepreneurs si vous pensez qu'il fait un petit peu avancer les choses ou en tout cas qu'il fait comprendre la vision du futur. François, je te remercie grandement ainsi que toute l'équipe technique de One2 qui rend ce podcast possible. Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci.